Donc mes conflits d'intérêts, comme moi je préfère dire, c'est les liens d'intérêt. On va arriver à ce point plutôt à la fin. C'est avec on s'est entraidé beaucoup avec les compagnies, surtout dans le travail qu'on a fait à Joliette. On va arriver à en parler de ça à la fin. Je vais parler de certains médicaments qui sont hors indication et de médicaments qui sont non approuvés. Et parce que le but, au fait, de la présentation, c'est vraiment de parler de toutes les nouvelles thérapies, que ce soit thérapie ciblée, immunothérapie, ou tout ce qui s'en vient et qui va venir dans le traitement du cancer du poumon. C'est vrai que c'est le plan de traitement, le plan de la présentation est vraiment très large, mais je vais essayer de me concentrer surtout sur la partie thérapie ciblée et les nouveaux médicaments. Ce qui est important à mentionner aussi, c'est qu'on devrait parler un peu de thérapie, de traitement multidisciplinaire. Et je vais le mentionner un peu en parlant du traitement de la partie curative et de traitement où on doit vraiment s'entraider, que ce soit toutes les disciplines, pour entraîner le meilleur pour le patient. Donc, en termes d'épidémiologie, le cancer du poumon, ça c'est les dernières statistiques de 2016 du Canada. Donc, c'est le deuxième cancer le plus fréquent au Québec. Après, ça c'est l'incidence chez les mâles. Donc, le deuxième le plus fréquent après le cancer de la prostate, le troisième au Canada. Chez les femmes, c'est le deuxième après le cancer du sein. Et en termes d'incidence et de décès, en termes d'estimation de décès, c'est le premier cancer, première cause de décès en termes de cancer. Par contre, au niveau d'incidence, donc troisième chez les hommes et deuxième chez les femmes. Maintenant, en termes de mortalité, ça c'est quand même important à savoir, c'est que au niveau de la mortalité chez l'homme, elle a diminué avec le temps. Et ça, c'est en rapport surtout avec la diminution de la consommation de tabagisme. Et ce qu'on peut voir chez les femmes, par contre, que ça a piqué un peu depuis quelques années et ça commence maintenant à descendre parce que la consommation de tabagisme a augmenté chez les femmes avec le temps. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important qui a été mentionné dans les statistiques canadiennes aussi. C'est avec le temps, les projections dans les années futures, à quoi on s'attend? En fait, on s'attend à ce que la population devient de plus en plus âgée. Depuis 50 ans, à peu près, la moyenne de survie des gens, c'était dans les 50-60 ans. Maintenant, on est à 82 ans et 79 ans en termes chez les femmes et chez les hommes. Donc, avec les années, on s'attend à ce que la population devienne de plus en plus âgée. Et dans le cancer du poumon, si on s'attend en termes d'augmentation du taux d'incidence de cancer du poumon, on a 46,4% d'augmentation du taux de cancer du poumon dans les projections entre 2003-2007 et 2028-2032. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Donc beaucoup de développement doit venir dans cette discipline et c'est ça ce qu'on est en train de voir depuis les dernières années. Donc, le cancer du poumon à petites cellules, je vais aller vraiment lentement parce que c'est un domaine où il n'y avait pas du tout de recherche, il n'y avait pas du tout de nouveaux médicaments jusqu'à 4 mois. Les caractéristiques, donc en termes de traitement de cancer du poumon à petites cellules, pour passer rapidement, c'est un cancer très lié au tabagisme, un cancer qui se dédouble, les cellules se dédoublent rapidement, fait des métastases rapidement, mais répond très bien à la chimiothérapie de première ligne, puis malheureusement récidive plus rapidement aussi. Donc en termes de taux de survie, c'est 3 à 8% à 5 ans, tous stades confondus, et la survie sans traitement est de 2 à 4 points. En termes de traitement, je vais les diviser en deux parties. Donc, traitement curatif, où on est devant un stade précoce. C'est des traitements qui doivent combiner deux disciplines au moins. Donc, c'est les oncologues qui vont prescrire la chimiothérapie et les radio-oncologues qui vont faire la radiothérapie. Il faut les faire en même temps, en concomitant, et les débuter le plus tôt possible en concomitant. La médiane de survie est de 16 à 24 et comme Dr Bouchard a mentionné, les taux de survie à long terme sont de 10 seulement, même chez les stades localisés. Par contre, après la fin de la chimiothérapie, il faut faire une radiothérapie cérébrale préventive parce que c'est une maladie qui aime récidiver dans le système nerveux central. Donc, il y a quand même un bénéfice à faire une radiothérapie préventive chez ces patients. Quand on est devant un stade étendu, ça reste toujours une chimiothérapie. Je ne parle pas de plusieurs chimiothérapies parce que vraiment, il n'y avait qu'une seule chimiothérapie. Une combinaison de platine, soit étoposide cisplatin ou étoposide carboplatin. À travers la présentation, je ne vais pas vraiment rentrer dans beaucoup de détails de tous les protocoles de chimiothérapie, mais s'il y a des questions après, on peut en passer. Donc, la médiane de survie chez ces patients qui ont un stade étendu va vraiment entre 6 et 12 mois avec moins que 5% de survie à 2 ans.
On fait pas de moins en moins de radiothérapie préventive cérébrale. Par contre, on fait plus maintenant de radiothérapie sur des masses résiduelles pulmonaires. Ça a changé un peu le taux de survie à 2 ans, devenu d'à peu près 13% au lieu de 3%. Donc, qu'est-ce qui se passe après la première ligne? En fait, c'est un combat entre la vie et la mort. Et les patients, ils s'améliorent rapidement, mais leur état général se détériore très rapidement aussi. Et cette détérioration, au fait, ou cette amélioration et leur suivi après dépend de certains facteurs pronostiques. C'est surtout la rapidité avec laquelle la maladie a récidivé après une première réponse. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut tenir en considération. Nous, quand les patients vont récidiver, on va s'asseoir avec eux et décider vraiment, est-ce que ça vaut le coup d'aller pour une deuxième chimiothérapie? Surtout à savoir que le cancer du poumon à petites cellules, quand les patients vont récidiver ou les patientes vont récidiver, ce serait vraiment une récidive un peu plus agressive sur un état général qui n'a pas encore eu le temps de récupérer de tout ce qui s'est passé avant. Donc, si on va aller pour des chimiothérapies, il y en a plusieurs. Il y a une seule chimiothérapie qui a passé la phase 3, c'est le topotécan. Les autres chimiothérapies sont des options et on peut donner n'importe quelle chimiothérapie. Au fait, honnêtement, il n'y a aucune différence. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce domaine? En fait, il n'y avait rien jusqu'à le dernier congrès de l'ASCO à Chicago en 2016, juin 2016, où il y a eu deux présentations qui sont quand même les plus importantes à mentionner, et je vais les mentionner vraiment rapidement, parce que c'est un domaine qui est en cours de développement, c'est des médicaments qui ne sont même pas encore... il y a un protocole qui est disponible, un médicament qui est disponible en protocole de recherche, l'autre est en cours de développement. Donc, le premier, dépend d'une voie de signalisation. La voie de signalisation, c'est une voie à l'intérieur de la voie cellulaire où une surexpression d'une protéine qui s'appelle DLL3 est surtout présente à la surface des cellules du cancer du poumon à petites cellules. Et on a un anti-DLL3 qui est le rovalpituzumab qui a entraîné quelques efficacités notées chez les patients qui sont en récidive. Et même cette amélioration qu'on peut voir ici, c'est une amélioration qui, dans cette population de cancer du poumon à petites cellules, n'était pas vue avant dans les autres protocoles. Maintenant, il y a une autre aussi, la combinaison de l'immunothérapie. Ça aussi s'en vient dans le cancer du poumon à petites cellules, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est toujours dans les premières phases de développement. Donc, cancer du poumon à petites cellules, quelques avancées qui vont s'en venir. Je pense qu'avec le temps, d'ici 2 ans, on aura quelques nouveautés, peut-être dans l'immunothérapie et peut-être avec les anti-DLL3. Donc, pour le cancer du poumon à petites cellules, ici, au fait, c'est passé le plus de développement dans l'oncologie, je veux dire, en termes de tumeurs solides, pour plusieurs raisons. Avant, ce qu'on comprenait de cancer du poumon, en fait, non à petites cellules, c'est qu'on disait un non à petites cellules, c'est un adénocarcinome ou un épidermoïde ou à grandes cellules. Il n'y avait pas vraiment de différence. En termes d'incidence, ça a changé un peu et plusieurs hypothèses... ça marche pas. Et plusieurs hypothèses sont derrière ce changement de courbe, c'est-à-dire pourquoi les adénocarcinomes ont augmenté, pourquoi les épidermoïdes ont baissé avec le temps. Il y a quelques hypothèses qui disent que parce qu'entre les 1950 et 1970, on a commencé à utiliser les filtres pour les cigarettes, et à ce moment-là, les filtres vont filtrer les grosses molécules, et les petites molécules vont continuer à arriver dans les bronches périphériques. Et puisqu'on sait que l'adénocarcinome a plus tendance à aller en périphérie, et à pousser en périphérie, donc ça, c'était une des hypothèses les plus courantes. Donc, les adénocarcinomes peuvent donner des métastases dans le poumon ou donner des métastases ganglionnaires rapidement et sont plutôt distales. Les cancers épidermoïdes peuvent s'associer à certains syndromes paranéoplasiques, mais aussi, à peu près, ils surviennent surtout exclusivement chez les fumeurs. Et finalement, les grandes cellules sont de moins bons pronostics. Maintenant, en termes de stade, Dr Bouchard en a parlé un peu, mais juste à savoir que le stade existe et qui est très important pour nous pour standardiser la prise en charge des traitements. Donc, on ne va pas dire que tout le patient, on les standardise. Un patient de stade 1, stade 2, stade 3 ou stade 4, ces stades sont reliés à 3 choses, en fait. 1, la présentation et le stade est relié au pronostic. Donc, comment le patient va évoluer de sa maladie. Et de 2, pour standardiser les traitements qu'on va donner. Un traitement de stade 1 différent de stade 2, de stade 3, de stade 4. Pour les rendre un peu plus schématiques, j'ai divisé en stade curatif et stade non curatif. En stade curatif, le rôle de la chimiothérapie adjuvante, qui est quand même un sujet très débattu, surtout avec tout ce qui s'est passé dans les médias. C'est quelque chose qui quand même mérite d'être mentionné.
La chimiothérapie adjuvante dans le cancer du poumon, malheureusement, ce n'est pas des données assez pertinentes comme dans les cancers du sein ou dans les cancers du côlon. Elle a sa place et sa place mérite toujours une discussion avec le patient. Pourquoi? Parce qu'un patient qui va récupérer d'un stade 3 du poumon avec un état de performance qui ne le permet pas de recevoir une chimiothérapie assez dure, je dois discuter avec lui c'est quoi la pertinence d'un 13% pour lui, surtout un 72 ans qui a fini une grosse chirurgie. Donc tout patient opéré d'un cancer du poumon mérite au moins une discussion pour une chimiothérapie adjuvante, à savoir que le bénéfice diminue avec les stades qui sont plus précoces. Donc, quand on parle d'un stade 1B, ça veut dire une petite tumeur de 3-4 cm, mais sans atteinte ganglionnaire, un bénéfice de 3%. Est-ce que ça vaut le coup de discuter de 3%? En fait, il y a des patients qui veulent tout et qui veulent, à ce point, veulent même n'importe quel traitement pour augmenter leurs chances. Ça mérite une discussion. Moi, je donne de moins en moins une chimiothérapie à ce stade. Par contre, à un stade 2, un stade 3, avec une atteinte ganglionnaire un peu plus extensive, le bénéfice devient un peu plus significatif, avec 10% de bénéfice. Ces courbes et ces schémas, ils montrent une chose, c'est que la première partie, donc la première case blanche, donc les 61% comme dans le stade 3, c'est des patients qui vont décéder quel que soit ce qu'on fait, qu'on donne une chimiothérapie ou pas. Il y a 26%, c'est des patients qui sont survivants à cause de la chirurgie et 13%, c'est le bénéfice de la chimiothérapie. Donc, ça c'est quand même très important pour nous. Pour la chimiothérapie adjuvante, c'est une discussion qui est très, très importante avec le patient. En termes de stade et de traitement, donc Dr Bouchard vous en parlait un peu des stades. Pour le stade 1, donc c'est une petite tumeur de 2-3 cm, moins que 5 cm, moins que 7 cm, et qui n'a pas donné des atteintes ganglionnaires. Dans cette situation, c'est chirurgie, c'est le standard, c'est ce qu'il faut faire. Si le patient n'est pas opérable à cause d'un époque très avancé ou à cause d'un état de comorbidité qui l'empêche d'avoir une chirurgie assez morbide, la radiofréquence ou la radiothérapie stéréotaxique reste une option. Pour l'instant, c'est des options, ce n'est pas des standards. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. On n'a pas encore d'études randomisée qui a comparé que la radiothérapie stéréotaxique ou la radiofréquence est meilleure que la chirurgie. On a des études rétrospectives chez des patients qui sont plus âgés, qui n'ont pas pu supporter le fait de faire une chirurgie, que si on leur fait une radiothérapie stéréotaxique, on ne fait pas moins bien. Donc, la radiothérapie stéréotaxique, plus schématiquement, c'est vraiment donner plusieurs faisceaux à une dose plus élevée en une courte durée de temps. Et la radiofréquence, c'est vraiment une radiofréquence par ablation. On insère une sonde et dans la sonde, il y a des ondes de radiofréquence qui vont, en d'autres termes, un peu brûler la tumeur. C'est des options. Entre les comparaisons entre radiofréquence et stéréotaxie, il y a de meilleurs contrôles locaux avec la stéréotaxie qu'avec la radiofréquence, mais encore une fois, pas basés sur des études comparées entre les deux. Donc, radiofréquence et stéréotaxie restent des options pour des gens qui sont âgés, qui ont une petite tumeur et qui ne sont pas candidats à être opérés. Pour le stade 2, donc, on a une petite atteinte ganglionnaire près à côté de la bronche. La chirurgie reste une option. S'ils ne sont pas candidats pour une chirurgie, on peut leur faire une radiothérapie stéréotaxique. Et c'est des patients chez qui on peut en discuter de la chimiothérapie. Les stades 3, ici, c'est l'équipe multidisciplinaire. Tout stade 3, en 2016, doit être discuté à peu près au sein d'une équipe multidisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'avec surtout la nouvelle classification qui va s'en venir dans les cancers du poumon en 2017, il y aura une différence dans la compréhension d'un stade 3B et d'un 3A. Et l'intervention entre chirurgien, radio-oncologue et oncologue, il faut qu'il y ait une discussion pour décider que ce patient bénéficie mieux de commencer avec une chimiothérapie ou de donner une radiochimiothérapie seule, ou de faire une chirurgie suivie d'une radiothérapie puis d'une chirurgie. C'est vraiment la place la plus où il doit y avoir vraiment une discussion multidisciplinaire entre radio-oncologue, oncologue et chirurgien. Tout en sachant que dans les 3B, c'est radiochimiothérapie concomitante, ce n'est pas une chirurgie. Dans les 3A, la chirurgie est une option, mais elle devient de moins en moins un standard
indiscutable pour tout le monde. Pour les stades 4, donc, il faut toujours se concentrer sur la prise en charge des symptômes. Moi, je veux que mon patient va bien avant que je leur dise que je vais donner une chimiothérapie qui va augmenter la longévité. Donc, c'est vraiment prise en charge des symptômes, plus ou moins des traitements systémiques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la prise en charge et l'évolution dans les traitements? L'évolution dans les traitements, en fait, un petit aperçu sur l'histoire de la chimiothérapie. L'histoire de la chimiothérapie ne date pas de 400, 500 années. C'est vraiment quelque chose d'un peu récent. Malheureusement, ça revient à ce qui a été fait ou ce qui a été utilisé en termes de gaz moutarde azotée, qui ont été utilisés comme des armes chimiques dans la Première Guerre mondiale. Puis après, quelques lois ont été imposées. On a interdit de les utiliser dans la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement, il y a eu l'attentat sur Bari. C'est une longue histoire, mais finalement, Goodman et Gilman sont aperçus que les soldats qui ont été exposés aux moutardes azotées ont eu une baisse des globules blancs. Et secondaire à ça, ils ont décidé que peut-être qu'on peut donner ça aux patients qui ont une leucémie aiguë. C'est comme ça que ça a commencé un peu. Puis après, il y a eu l'utilisation des antifolates. Et par la suite, on a eu le développement, par la suite, de fur et à mesure, des protocoles de chimiothérapie. Donc, c'est à peu près dans les années 48 qu'il y a eu la première publication d'utilisation de chimiothérapie. L'évolution du cancer on ne peut pas dire que le traitement du cancer a évolué sans qu'on comprenne la raison derrière le cancer. Il y a tout le monde qui nous dit pourquoi j'ai le cancer, pourquoi moi. En fait, une cellule normale, pour qu'elle devienne une cellule cancéreuse, avant ce qu'on parlait dans les livres avant les années 70, c'est qu'une cellule juste se multiplie et quand elle se multiplie, elle fait une erreur et devient un cancer. Oui, mais ça c'est un peu plus compliqué que ça. Au fait, la division cellulaire, au cours de la division cellulaire, il y a plusieurs défauts génétiques et une accumulation de mutations génétiques qui vont rendre une cellule normale qui va devenir une cellule cancéreuse. Un des papiers, je pense, les plus importants à mentionner, à lire dans notre spécialité, c'est vraiment le papier de Hanan qui a un peu illustrer les particularités qu'une cellule cancéreuse va acquérir avec le temps pour devenir une cellule cancéreuse. Elle va éviter l'invasion, elle va éviter l'apoptose, elle va devenir une cellule immortelle. Tout ça, ça se passe, elle va acquérir au fur et à mesure des caractéristiques par des mutations génétiques. Ce papier a été mis à jour par la suite en 2011, où on a ajouté d'autres caractéristiques. Et les deux caractéristiques les plus importantes, c'est que la cellule cancéreuse doit changer l'environnement où elle vit et doit faire éteindre ou rendre le système immunitaire du corps silencieux. Donc, elle va dire à notre système immunitaire, on prend un peu un break, on arrête de fonctionner, et à ce moment-là, elle prend la relève. Donc, ça, c'est quelque chose qui sont quand même importantes à dire qu'avec le développement des médicaments depuis 2011, il y a eu des développements des médicaments ciblant chaque étape de ce processus. Et chaque étape, on va voir après, que chaque mutation génétique va entraîner une certaine acquisition d'une caractéristique. Et les médicaments qu'on peut combiner ensemble, c'est des médicaments qui vont aller cibler plusieurs caractéristiques en même temps. Donc, le schéma de médecine personnalisée, c'était juste une question de temps pour qu'il devienne applicable en oncologie. Avant, ce qu'on faisait, c'est prendre une biopsie, la voir sous microscope. C'est devenu un peu plus compliqué que ça. On prend de l'ADN, on le décode et on trouve où il y a des mutations génétiques. Et on essaie par la suite de trouver une mutation génétique qu'on peut cibler. La mutation génétique, par la suite, les mutations génétiques, par la suite, nous ont permis de trouver qu'un patient, avant, ce qu'on faisait pour traiter les patients, c'est qu'on cherchait les caractéristiques du patient, prenait ce qu'on savait de la littérature, l'expérience du médecin, et par la suite, il va décider du traitement. En fait, non, ça a changé un peu parce qu'on a besoin d'un peu plus que ça. On a besoin de cibler chaque traitement à chaque patient. Donc, personnaliser chaque traitement dépendant du profil de chaque patient.
Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? On a besoin de tissus, on a besoin de biopsies et on a besoin, encore une fois, d'une prise en charge multidisciplinaire en plus. On ne peut pas fonctionner avec une seule cytoponction, on a besoin d'une grande biopsie, on a besoin de pathologistes, on a besoin de techniciens, on a besoin d'une grande équipe qui peut travailler ensemble, toujours dans la même direction, c'est de personnaliser le traitement pour chaque patient. Pour l'instant, la compréhension du cancer du poumon a changé un peu d'une seule maladie où c'est devenu plusieurs maladies. On n'a plus un seul cancer, on a plusieurs cancers et chaque patient a son cancer qui est différent des autres. Et chaque patient, quand on va le voir en consultation, il me dit oui, mais une autre personne que je connais a eu ce cancer du poumon. En fait, chaque personne va évoluer différemment et chaque personne évolue différemment parce qu'il y a des caractéristiques génétiques dépendantes de chacun qui le permettent d'évoluer différemment. Donc, le cancer du poumon a changé, disant juste adénocarcinome épidermoïde. Maintenant, c'est devenu adénocarcinome épidermoïde, oui, mais chacun a différentes mutations génétiques qui peuvent exister. Donc, si on prend une population de 100 personnes, dans les 100 personnes, c'était des cancers adénocarcinomes, des cancers à larges cellules, épidermoïdes et cancers du poumon à petites cellules, les bonhommes orange. On va les enlever un peu. Maintenant, avec les mutations génétiques, on a 15% à peu près des patients chez qui on sait que le cancer a débuté ou en partie est dû à une certaine mutation génétique qui a rendu cette cellule une cellule cancéreuse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces mutations génétiques, ce qu'on appelle driving mutations, sont des mutations génétiques qui peuvent être ciblées par des médicaments. Donc, chez ces populations, pourquoi c'est tellement intéressant aussi? C'est parce que la survie est meilleure. Pourquoi la survie est meilleure? Parce qu'on a des médicaments pour cibler ces mutations génétiques. Donc, quand on sait qu'une cellule est mutée, on a des médicaments qui vont cibler cette mutation génétique. Les patients vont bénéficier d'une lignée de plus de traitements, vont avoir une meilleure évolution de la maladie. Et surtout, ce on va voir tantôt, c'est que ces médicaments ont un spectre de toxicité complètement différent de ce qu'on pensait avant et de ce qu'on avait avant avec la chimiothérapie. Donc, on va commencer avec les inhibiteurs ALK. Les inhibiteurs ALK, c'est quoi? ALK, c'est une des mutations. Elle est présente dans 3% des patients qui ont un cancer du poumon dans la petite cellule adénocarcinome. C'est une translocation qui va mettre deux gènes l'un à côté de l'autre, ALK et ML4, qui vont entraîner ou bien par translocation ou bien par inversion, entraîner une surexpression d'une protéine et cette protéine s'appelle ALK. La protéine ALK, c'est quoi son rôle? C'est qu'elle va entraîner une augmentation de la survie cellulaire, une augmentation de la prolifération cellulaire et ça va dépasser, échapper au système d'apoptose. Donc, les patients qui sont mutés ALK ont un certain profil particulier aussi. C'est des patients, la majorité, c'est des patients qui sont jeunes, qui n'ont jamais fumé ou qui étaient anciens fumeurs. Et le réarrangement arrive dans 2 à 5% des cancers du poumon dans la petite cellule et il est indépendant des autres mutations. Donc, ALK muté, on ne peut pas trouver une autre mutation. Ce qui est important à savoir, c'est que dans ces mutations, on a maintenant des médicaments qu'on utilise pour inhiber cette mutation. Le premier médicament, c'est le crizotinib. Le crizotinib a passé par plusieurs phases, phase 1, phase 2, phase 3, qui ont permis de l'imposer sur le marché, mais aussi de nous permettre de l'utiliser en pratique. La première phase 1 a été faite en 2010. Je ne vais pas vous faire entrer dans les détails, mais juste pour vous montrer que le taux de réponse chez ces patients, c'est 57%. Quand on parle de taux de réponse, ça veut dire que c'est des réponses, que la tumeur a diminué, pas que les patients sont restés vivants. C'est que la tumeur a diminué, que ce soit une réponse complète ou une réponse partielle. Dans ce schéma, toutes les barres qui descendent en bas, c'est des réponses, c'est des pourcentages de réponses à la molécule. Et la survie sans progression de la maladie à 6 mois dans les premières études était de 72%, ce qui est quand même énorme dans le cancer du poumon. C'est montré que c'est meilleur que la chimiothérapie en deuxième ligne, puis que c'est meilleur que la chimiothérapie en première ligne, en termes de survie sans progression. Et ça a permis d'imposer le traitement chez cette population de patients qui est ALK muté devant la chimiothérapie.
Maintenant, tout en sachant qu'il n'y a pas d'avantage de survie si on donne le traitement en première ou en deuxième ligne, mais on attend maintenant, avec l'avantage qu'on a en survie sans progression, on a tendance à les utiliser et il faut les utiliser en première intention. Donc, tout patient doit être testé pour qu'on trouve cette mutation, pour qu'on lui offre ce médicament. Avec les, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais juste pour vous montrer, juste comme schéma, l'évolution des traitements de thérapie ciblée, ça c'est dans les études de phase 2. Donc ce qui a montré, c'est que les patients qui ont une mutation ALK vivent en moyenne en deuxième ligne, donc après qu'ils ont échoué une première ligne, 20 à 22 mois en moyenne après une première ligne. Par contre, les patients qui n'ont pas cette mutation, et ça, c'est vrai qu'on est en train de mettre deux cours parallèles, mais les patients qui ont une chimiothérapie et qui n'ont pas de mutation, la survie est beaucoup moindre. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée que les patients qui ont une mutation génétique ont un avantage de survie, et cet avantage est surtout dû à la présence de molécules et de traitements pour cette mutation. Donc ça, c'est pas une évolution seulement, c'était une révolution dans le traitement du cancer du poumon. Maintenant, malheureusement, une tumeur, qu'on sache, une tumeur, elle est un regroupement de cellules malignes qui, avec le temps, vont acquérir des mécanismes de résistance et vont résister à la première molécule. Et comme on sait qu'on a plusieurs types de résistance, et ça, c'est quand même, ou de progression, et ça, ici encore, où la place de l'équipe multidisciplinaire doit entrer. Un patient qui est sous thérapie ciblée et qu'il progresse, sa progression, il faut la détailler un peu. Une progression cérébrale isolée peut être traitée de façon seule et garder le médicament en cours. Une progression unique peut être traitée, comme Dr Bouchard a mentionné aussi, avec les stéréotaxies et on peut continuer le médicament. Par contre, dans les autres résistances où on a une augmentation plus rapide et on a une résistance à la molécule, ce qui est une bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a d'autres molécules qui sont maintenant actives après échec de la première molécule. Et ces médicaments, il y en a deux médicaments, il y a le céritinib qui a été approuvé par Santé Canada le 27 mars 2015 chez les patients qui ont eu une progression après crizotinib ou qui ont intoléré et qui sont intolérants au crizotinib. Donc deux molécules jusqu'à date pour ces patients. Puis depuis un mois à peu près, Santé Canada a approuvé l'alectinib, qui est le troisième médicament qui va s'en venir avec le céritinib. C'est après échec du crizotinib, tout en sachant que l'alectinib a un meilleur spectre d'action dans les métastases cérébrales. Donc, le développement de la molécule est quand même un développement qui mérite d'être mentionné. Avant, ce qu'on avait dans les traitements et ce qu'on va voir avec les anti-EGFR, c'est qu'on essayait de donner des traitements, puis on essayait de chercher où est-ce qu'ils fonctionnent. Avec les médicaments ALK, on a trouvé la cible, puis on a développé un médicament pour la cible. Et ceci, si on va prendre l'approbation de la FDA, parce que l'approbation de Santé Canada a pris plus de temps, entre la découverte de la protéine ALK, donc le premier désolé, celui-là, il ne marche pas. Avec la première, donc, on a découvert la molécule, la protéine, c'était en 2007. La première approbation du crizotinib était en 2011. Donc, 4 ans entre découverte et développement du médicament et approbation du médicament. Pour les anti-EGFR, c'est la deuxième population de patients qui ont une mutation ciblée, qui ont une mutation génétique. Le GFR, c'est quoi? Le GFR, c'est un récepteur transmembranaire, c'est une protéine transmembranaire qui, par définition, c'est un récepteur qui agit dans la croissance cellulaire. Pour le faire un peu de façon schématique, c'est une protéine transmembranaire, donc d'un domaine extracellulaire à un domaine intracellulaire avec un domaine transmembranaire. Ce qui se passe, c'est que quand il y a une activation de l'EGFR, il y a une augmentation d'une cascade et une stimulation avec une activation de la cascade RAS, RAF, MAP kinase. C'est une cascade qui va entraîner prolifération, angiogenèse, métastase, résistance à l'apoptose. Donc, c'est des propriétés, si on revient à la première diapositive de Hanan, c'est des propriétés que la cellule cancéreuse doit acquérir pour devenir de plus en plus agressive.
Donc, il y a des mutations de EGFR qui rendent cette voie auto-activée. Donc, quel que soit qu'il y ait un récepteur dessus ou pas, la voie est tout le temps activée chez ces patients. Et chez ces patients, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des mutations génétiques du gène EGFR qui rendent cette voie tout le temps, constitutionnellement, tout le temps activée. Les mutations existent chez 10% des Caucasiens et 30 à 40% des patients d'origine asiatique. Et la majorité des mutations sont surtout dans l'exon 19 et une substitution dans l'exon 21. Je vais passer avec ça. Ce qui est important dans cette voie, c'est OK, on sait la voie, on sait qu'il y a des mutations, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on a 3 médicaments actuellement qui sont disponibles chez les patients qui vont avoir et chez qui on va trouver la mutation. Sans rentrer dans les voies de développement de ces médicaments, il y a l'Iressa, il y a l'erlotinib, pardon, il y a gefitinib, erlotinib et afatinib. Ce sont les 3 médicaments. En termes d'analyse, c'est des analyses génétiques pour trouver la mutation. Juste, je vais parler de ça d'une autre façon parce que le développement des médicaments anti-EGFR était complètement différent de ALK. ALK, on a trouvé la molécule, la protéine, et on l'a ciblée. On a développé après des médicaments pour ça. Pour EGFR, on a développé le médicament, puis on s'est aperçu qu'il y a une population qui est en train de bénéficier mieux de ce médicament que la chimiothérapie. Et cette population, c'est surtout les femmes jeunes d'origine asiatique. Puis on s'est concentré, et la première étude qui a été faite, au fait, c'est ils ont recruté des patients qui n'étaient non fumeurs. Donc, ce n'est pas des patients qui avaient la mutation. Donc, on a découvert la mutation après avoir découvert le médicament, ce qui est complètement différent. Et c'est avec ça, on a trouvé dans cette étude, c'est que les gens qui ont cette mutation bénéficient plus et les gens qui n'ont pas la mutation ne bénéficient pas du tout du traitement. Donc, les études qui ont imposé les 3 médicaments en première ligne, pour revenir, gefitinib, erlotinib puis afatinib tout récemment. Ça, c'est toutes les études. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la survie. Malheureusement, cette population de patients, la maladie va progresser. Et il y a quelque chose qui est très, très, très important dans cette population de patients, c'est que la progression, 60%, un peu moins, je ne veux pas être optimiste, 45% de ces patients vont développer une mutation de résistance. Donc, encore une fois, il y aura sur cette protéine, sur ce gène, une nouvelle mutation qui va donner une résistance aux médicaments qui ont été pris avant. Qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça engendre que, oui, la mutation va réapparaître, et la mutation, c'est sur le gène, mais c'est une mutation sur la récidive. Donc, théoriquement, ce que je dois faire, et c'est une question éthique, c'est parce que maintenant, il y a des médicaments qui ciblent cette nouvelle mutation de résistance, donc je dois rebiopsier mon patient pour essayer de rechercher la mutation de résistance. Maintenant, pour ces médicaments, il y a 2 médicaments qui ont été approuvés au début. L'un est sorti du marché parce que les études n'étaient pas convaincantes en phase 3. Puis, le dernier médicament qui a été tout récemment approuvé le 13 novembre 2015 par la FDA et tout récemment par Santé Canada, le 11 juillet 2016, c'est l'osimertinib, qui est un médicament anti-mutation de résistance après des premières lignes de médicaments. Rebiopsier les patients est maintenant une question éthique. Si je sais que mon patient a une mutation EGFR et je suis en train de il a bénéficié d'un médicament anti-EGFR en première ligne et il est en train de progresser, je dois le rebiopsier parce que je peux lui offrir un nouveau médicament qui sont des médicaments, encore une fois, oraux, avec un spectre d'effets secondaires qui est beaucoup moins différent de la chimiothérapie, et parce que je peux le bénéficier avec un avantage de survie pour ces médicaments. Donc, encore une fois, on a besoin d'une équipe multidisciplinaire qui va rentrer de nouveau dans le parcours de l'évolution de la maladie. Maintenant, ce qui est encore, dernière chose, de la nouveauté dans ces médicaments, c'est que pour passer on passe un peu de la théorie à la pratique. Et ce qu'on sait, qu'au lieu d'aller biopsier le patient, parce que quand même, biopsier est invasif, les patients sont fatigués, leur maladie progresse, je ne veux pas aller les biopsier. Depuis un certain temps, et bientôt disponible au Québec le 1er janvier 2017, on va aller rechercher la mutation de résistance dans l'ADN circulant. L'ADN circulant, c'est quoi? Au fait, toute tumeur va sécréter ce qu'on appelle des déchets cellulaires
que ce soit des ADN ou des métabolites cellulaires, dans le sang. Et si on va aller collecter ces ADN par une technique spéciale, sans rentrer dans les détails techniques, on peut, avec une forte sensibilité et spécificité, trouver la mutation par une prise de sang et pas par une biopsie. Et à partir du 1er janvier 2017, cette technique sera disponible. Maintenant, depuis 2 jours, je lisais un article qui a montré une nouvelle technique qui teste sur un échantillon urinaire la mutation de TC190M et qui montre avec une forte sensibilité et une forte spécificité qu'on peut, sur un échantillon urinaire, trouver la mutation sans aller biopsier les patients. Pour vous illustrer c'est quoi l'évolution des patients qui ont une mutation EGFR ou une mutation ALK, je vais présenter un certain cas clinique. Un patient qui s'est présenté, qui est né en 1947, qui est ancien fumeur, a eu un cancer de la ORL en 2005. Il y a eu une chirurgie, par la suite une chimiothérapie et une radiothérapie adjuvante. Puis il y avait un suivi par son ORL annuel avec des radiographies, des scans, un examen physique. En juin 2015, il a eu une apparition d'un nodule au niveau du poumon gauche. Ce patient, par la suite, a eu tout le package des examens et des investigations. Un PET scan, un scan, une bronchoscopie, un IBOS. C'était négatif au début. Même la biopsie de la plèvre, les biopsies des ganglions étaient tous négatifs. Donc le chirurgien a décidé, OK, je vais aller l'opérer. Il est allé l'opérer, il a eu une lobectomie gauche. Malheureusement, la plèvre était atteinte. Et l'évolution après la chirurgie était une évolution qui n'était pas assez positive. En décembre 2015, le patient s'est présenté aux urgences pour perte de connaissance et les investigations ont trouvé un épanchement péricardique et pleural avec une progression de la maladie et une progression rapide en quelques semaines. Et le patient a été référé à l'ICM, à l'Institut de cardiologie de Montréal, pour prise en charge au niveau du péricarde. J'ai été demandé en consultation pour le voir le 14 janvier 2016. Et quand je l'ai vu, ECOG 3, un statut de performance qui a besoin alors de plus que 50% de temps dans le allongé, perte de poids, perte d'appétit, des douleurs, dyspnée. C'était une question d'aller en soins palliatifs ou pas. Je demandais les mutations EGFR ou ALK, le scan et un scan des os. Et je trouvais qu'il y a quand même une récidive. Mais il y a une mutation EGFR. Le premier jour, on a administré de la fatinib, c'était le 28 janvier 2016. Par la suite, une bonne évolution. À jour 7 du traitement, une légère toxicité cutanée, diminution des douleurs, diminution de l'essoufflement. À jour 14, un peu plus de toxicité du médicament qu'on a dû diminuer la dose, mais avec plus de diarrhée. Donc, amélioration au niveau du jour 21 du traitement. Diminution des toxicités avec la diminution de la dose. Et du jour 28, il n'y a aucune toxicité avec une reprise d'un état général normal. Depuis 5 janvier 2016 jusqu'à 17 mars 2016, jusqu'à hier, 1er novembre 2016, pour vous illustrer un peu mieux encore ce que ça veut dire les nouveautés dans le traitement du cancer du poumon, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le patient M. Patrice Emery. Bon après-midi. Mon nom est Pat Emery. J'ai préparé des notes pour relater mon expérience. Ma voix peut changer graduellement parce que le premier cancer que j'ai eu, il y a 10 ans, me prive maintenant de mes glandes salivaires. Et puis d'autres aussi, j'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public. J'essaie de ne pas le faire parce que je suis obligé de boire de l'eau. Puis quand je bois de l'eau, je suis obligé d'aller aux toilettes. Non, mon premier cancer, c'est ce qu'on appelle carcinome épidermoïde.
essentiellement, j'avais une tumeur dans la gorge. Ça, c'est apparu au début 2005. Et puis, j'ai eu une chirurgie à l'hôpital de Joliette. Et par la suite, les traitements de radiothérapie et puis de chimiothérapie. C'était extrêmement difficile. J'ai commencé ces traitements-là, ça devait être au mois de mai, et ça s'est terminé à la fin du mois de juillet. J'étais passé de à peu près 190 livres à 140 livres. Mais je m'en suis sorti. Puis il y a quelque chose qui s'est passé là-dedans, là, c'est que les traitements que je suivais, principalement la radiothérapie, rendu peut-être au 8e traitement. Il y en avait 35 de cédulés, rendu à peu près au 8e. Le médecin m'a dit que le traitement ne fonctionnait pas. Le rapport de l'oncologue disait que la tumeur était revenue d'une façon agressive et envahissante. Donc, on me proposait ni plus ni moins que des soins palliatifs. J'ai demandé au médecin s'il pouvait continuer ces traitements. Là, il m'a fait part de tout ce qui était à se passer, là. Essentiellement, qui était pour me maganer. Je lui ai demandé de me décrire quels étaient pour être les dommages. Ça, c'en est un. La face qui était pour être brûlée, la perte d'appétit, ainsi de suite. Donc là, je lui ai demandé de continuer son traitement avec la même intensité, avec la même ferveur, et que moi, j'essaierais de trouver les ressources physiques pour être capable de résister à tout ça. OK, ça, c'est le premier cancer. Par la suite, durant 10 ans, j'ai eu aucun problème. J'allais voir le médecin fréquemment et durant les 3 dernières années, mon travail m'amenait à l'extérieur de la province. J'ai commencé à négliger de faire vérifier. Le médecin a contacté mon frère, parce que c'était aussi son patient, pour me rappeler que c'était essentiel que j'ai une radiographie pulmonaire. Donc, j'ai pris l'avion, je suis venu à Montréal, j'ai pris une radiographie. Et c'est là que la partie des poumons, c'est là que l'histoire commence. On m'a dit que j'avais une masse au poumon. Puis moi, j'ai associé ça à une cicatrice que j'ai tout le temps eue sur le côté droit et qui faisait réagir le radiologue ou le pneumologue qui regardait ça. Mais j'avais déjà été suivi là-dedans durant 2 ou 3 ans. Puis la cicatrice était tout le temps là, mais c'était pas un problème. Donc, quand j'ai rencontré le pneumologue, j'ai amené les vieilles radiographies que j'avais avec moi et pour lui aider à comparer, il y a 5-6 ans avec aujourd'hui, pensant que mon problème était une interprétation due à la cicatrice qui a tout le temps été là. Mais là, le pneumologue me regardait, il était un air grave. Il me dit, « Monsieur Emery, on ne parle pas du poumon droit, on parle du poumon gauche. » Là, c'est plus pareil. Là, mon assurance, là, n'est plus. Là, je savais, là, c'est grave, ça, là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quitté mon emploi, puis je me suis mis à la disposition de mes médecins, en pensant que durant l'été, tout pourrait être fait, et puis que je pourrais retourner travailler avant les fêtes. Encore là, je pensais que j'étais pour guérir vite, là. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis d'un autre côté, j'ai pas poussé la chose plus loin, parce que j'avais le sentiment que j'étais rendu pas mal proche de ma vie, là, à la fin de la vie. Mais durant l'été, j'ai passé
toutes sortes d'examens, des biopsies, pour que finalement, au mois de novembre 2015, on m'a opéré. On m'a donc enlevé un tumeur de 32 mm et 2 côtes qui étaient contaminées aussi. Donc, c'était une chirurgie assez longue. Et puis, quand je suis sorti de là, ben, j'étais assez éméché. Mais, parce que je pense que j'étais en bonne condition physique, ça c'est pas de ma faute à moi, là, mais c'est comme ça. J'ai commencé ma convalescence, mais ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué à un point que, durant la période des fêtes, je me suis ramassé à l'hôpital d'urgence. Ce qui a été diagnostiqué par la suite, c'est que de l'eau s'était formée alentour de l'enveloppe du cœur. Il y a un mot scientifique pour ça que je ne connais pas, là. Et on m'a envoyé à l'Institut de cardiologie de toute urgence. Et puis, ces gens-là ont fait un travail remarquable. Ils m'attendaient dans le vestibule. Non, je vous le dis, ça c'est vrai, ça, j'étais là. J'ai rentré directement dans la salle d'opération et puis j'ai demandé qu'on m'explique qu'est-ce qu'ils étaient pour faire, quelle était la procédure. Le médecin était gentil assez pour me dire qu'il était prêt à installer un drain. Parfait. J'étais là durant une couple de jours sous observation, mais ma respiration était devenue plus normale, là. Mais mon état d'esprit j'étais encore persuadé qu'il ne me restait plus pour longtemps. J'ai rencontré le docteur Kassouf, je pense que c'était à la fin du mois de janvier. Et quand je l'ai rencontré, il était devant son écran, avec un sourire. Et puis il me dit, « Monsieur Emery, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. » J'ai pas pu m'empêcher d'être sarcastique un petit peu pour lui dire, « Est-ce que vous voulez m'annoncer qu'il m'en reste pour 6 mois au lieu de 3? Hein? » Non. Non, il m'a expliqué qu'il y avait eu une mutation des cellules qui faisait en sorte que c'est une exception que je qualifie pour ça, que cette mutation-là, là, elle n'arrive qu'à très peu de... je pense qu'il y a très peu de gens. La population dont les cellules se transforment comme ça, je pense que c'est 10 ou 15 %. Et puis au Québec, il n'y en avait pas beaucoup, je pense, c'était à peu près 6 ou 8 personnes. Là. Puis avec cette condition-là, je qualifiais pour prendre un médicament, un tout nouveau médicament, qui était pour transformer ma maladie en une maladie chronique. Que cette pilule-là faisait en sorte qu'elle s'attachait en permanence aux cellules cancéreuses, les empêchant de se multiplier et de se promener un peu partout dans mon corps. Là. Donc, à ce moment-là, j'étais presque mort. J'avais accepté ça. Là. Puis, quand il me donnait ça, il m'avait aussi expliqué quels étaient pour être les effets immédiats et puis les effets aussi secondaires qui étaient pour arriver par la suite. Les effets qui sont arrivés immédiatement, là, le lendemain, je vous dirais, je n'avais plus besoin de prendre l'hydromorphone pour contrecarrer les effets de la douleur, là, de la cicatrice. Là. Ça, c'était le lendemain, je n'avais plus besoin de ce médicament-là. Ça commençait déjà son effet. Et après ça, graduellement, je vous dirais en dedans d'une semaine, le goût que j'avais perdu, l'appétit que j'avais perdu, c'est revenu graduellement. Tellement que mon état s'est amélioré tellement rapidement là, que j'ai passé du stage d'être
emmitouflé dans des couvertures, là, à regarder la télévision, là, puis dormir, je dirais pas soudainement, là, mais en dedans d'une couple de semaines, là, ben, je me risquais de sortir dehors, même si c'était l'hiver, puis d'aller faire un feu dans mon garage. Fait que là, ça m'a encouragé, ça. Puis graduellement, le goût et l'appétit est revenu complètement. J'ai recommencé à prendre du poids. Et puis, au mois d'avril, j'ai demandé la permission d'aller à Terre-Neuve voir mes amis. Parce que je me sentais assez en forme là, pour voyager. Puis ça peut être un peu prématuré, là, mais c'était bon pour ma tête. Hein? Les effets secondaires du médicament sont apparus immédiatement. La diarrhée principalement, l'acné. Et ça, on a ajusté la médication de 40 à 30 mg. Et puis ça m'a permis d'être capable de gérer tout ça. C'est sûr qu'au début, je me promenais avec une couche. Je n'étais pas habitué de gérer ça bien. Depuis que j'étais tout petit, je ne gérais pas ça. Ma qualité de vie, depuis ce temps-là, ça s'améliore toujours. J'ai des fois des petits comportements où mon corps réagit de cette façon. C'est pour ça que je consulte avec le docteur Cassouf régulièrement quand ces choses-là apparaissent, parce que je ne veux pas que ça prenne de l'ampleur. J'aurais des recommandations à faire aux patients aux patients ou les gens qui sont atteints de cancer, c'est d'être plus vigilant. Malgré que le cancer que je souffre ne m'a jamais donné aucune indication, aucun symptôme, avant ou après. Donc, si je n'avais pas eu cette radiographie-là, que mon médecin ORL m'a prescrit, c'est sûr que je serais mort. Parce qu'un cancer de stade 4, il n'y a pas grand chance de s'en sortir. Mais je voudrais aussi faire la recommandation de ceux qui sont atteints de ça, de garder l'espoir. Parce que plus longtemps on reste en vie, même si on n'est pas trop fort, là, il y a des nouvelles technologies qui sortent, des nouveaux médicaments. Des jeunes gens, des jeunes médecins là, qui sont peut-être plus ouverts à essayer une chose, puis je le sais, parce que ça fait un bout de temps là, que je suis affecté par le cancer, puis je vois ce qui se passe. Là. Il y a des technologies qui existent ailleurs, qui ne sont pas recommandées ici, mais graduellement, là, on commence à s'en inspirer, puis peut-être même les améliorer. Donc, plus longtemps qu'on reste en vie, on peut en bénéficier de ces nouvelles technologies-là. Si je suis là pour faire une recommandation au système médical, ça me le permet, ça serait d'améliorer les délais des rapports. Quand on est atteint du cancer, là, le temps, là, ça veut tout dire. On est absorbé par le temps. Parce qu'on ne sait pas si on est encore pour une semaine ou 2 semaines, puis on a juste ça. On est préoccupé constamment sur notre état de santé. Même si des fois on sait qu'on n'est peut-être pas pour longtemps, là, mais puis je peux vous donner un exemple de ça. Quand j'ai passé un PET scan pour déterminer si j'avais du cancer ailleurs, là, j'ai attendu 15 jours. Mais quand j'ai vu le rapport, il était daté de la même journée que j'ai passé l'examen. Hein? Donc, ça peut être amélioré, je pense, dépendamment des cas, là, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit revoir. Puis, je voudrais aussi dire aux médecins qui peuvent croire au miracle. J'ai envoyé un ici, là. Ça fait 2 fois, moi. 2 fois que je ne suis pas supposé être en vie. Donc, les médecins m'ont écouté. Quand j'ai dit,
de poursuivre le traitement, il aurait pu dire c'est contre les procédures, on ne peut pas. Mais c'est pas ça. Il a compris, puis il a vu les résultats après. Quand il m'a dit que ça allait bien. Puis, le traitement Géotrif qu'on m'a prescrit, qui fait en sorte que je suis ici aujourd'hui, bien, ça, si le docteur Kassouf n'avait pas pris connaissance de mon bilan de santé, de mon rapport médical, puis s'il n'avait pas vu la mutation qui s'était produite, puis me prescrit ce médicament-là, ben, je serais mort. Donc, il y a une autre chose aussi, c'est que quand on parle à un chirurgien, je suis sûr qu'il a une grosse un horaire chargé. Puis il n'a pas le temps de niaiser avec toutes sortes de choses, là. Mais on a tendance à dire on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Dans mon cas, on m'a dit que s'ils avaient su ce qu'ils ont découvert durant l'opération, ils ne l'auraient sans doute pas fait. Ça veut dire que je serais mort, ça. Mais il avait peut-être raison de penser comme ça. Parce que d'après les statistiques, puis d'après ce qu'ils ont vu, excepté que si ils n'avaient pas voulu opérer, encore là, je ne serais pas ici. Donc, je pense pas qu'on devrait... Je pense qu'on devrait prendre la chance, quand il ne reste plus juste ça, là, de dire aux patients, on ne garantit rien, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour toi. C'est ça, ou tu t'en vas en Allemagne. Bon. Ça me fait plaisir d'être ici. C'était ma première fois, puis j'espère avoir l'opportunité de faire un témoignage à l'avenir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais poursuivre avec juste 10 minutes pour terminer, pour parler de la dernière nouveauté aussi, qui est quand même assez importante, c'est les immunothérapies. On vient aux 75% après, juste pour clarifier une chose, en général, dans la population générale de cancer du poumon, 10 à 15% ont la mutation EGFR. Au Québec, c'est entre 8 et 10%. Pour les ALK, c'est 2-3% à peu près. Donc, les autres populations, donc de 80-85% des patients, malheureusement, c'est au moins pour l'instant, c'est des patients qu'on traite toujours avec des traitements conventionnels, donc on traite avec de la chimiothérapie. On a plusieurs protocoles de chimiothérapie qui sont impliqués. Le problème, les protocoles, ils sont utilisés en première ligne. En deuxième ligne, on a moins tendance à avoir des réponses, moins tendance à avoir des patients qui peuvent supporter une deuxième ligne. À peu près 50 à 60% arrivent à recevoir une deuxième ligne de chimiothérapie. On a essayé d'améliorer les combinaisons de chimiothérapie en deuxième ligne en ajoutant des agents ciblés aussi. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ces molécules ne sont pas approuvées. Elles ont été approuvées par la FDA comme le ramucirumab en association avec le docetaxel, mais n'a pas été approuvées par Santé Canada. Et si je me rappelle bien, ils n'ont même pas fait la demande parce qu'ils savaient c'est quoi la réponse. La deuxième, le Netedanib aussi, c'est une thérapie ciblée qui est approuvée par l'EMEA en Europe, mais n'est pas approuvée par Santé Canada parce que les avantages n'étaient pas assez convaincants, même si statistiquement significatifs dans les études, mais pas assez convaincants pour imposer ces médicaments. Jusqu'à ce qu'est venue l'immunothérapie. L'immunothérapie se base sur un concept notre système immunitaire, on a deux types de système immunitaire.
l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est la première ligne de défense immunitaire où les cellules, que ce soit les cellules macrophages, les cellules dendritiques, ils vont juste attaquer directement n'importe quel corps étranger qui rentre dans notre corps. Puis l'immunité adaptative. L'immunité adaptative est une immunité de mémoire. Ça veut dire un lymphocyte T qui va développer une connaissance pour un certain antigène particulier ou un corps étranger, va savoir que ce corps étranger est étranger pour le corps. Et à chaque fois, il va continuer à l'attaquer de façon spécifique et continue. Et c'est vrai qu'ils prennent plus de temps à répondre. Le problème, c'est que, comme on a dit un peu, c'est que les cancers dérèglent ce système immunitaire. Et je vais essayer de faire un peu j'ai essayé de faire un petit, pas celui-là, pour illustrer un peu c'est quoi les inhibiteurs, les immunothérapies, parce qu'ils vont s'en venir bientôt dans tous les traitements de tous les cancers. Donc, pour résumer un peu, la cellule rouge, c'est le cancer, une cellule cancéreuse, qui sécrète quelques particules d'antigènes. La cellule dendritique, donc elle va venir prendre cet antigène et le montrer à la cellule verte qui est le lymphocyte T. Donc en le montrant à la cellule verte, elle théoriquement, parce que c'est un corps étranger, elle devrait l'activer. À ce moment-là, le lymphocyte T devient activé et théoriquement, il devrait aller attaquer la cellule cancéreuse. Malheureusement, la cellule cancéreuse est plus intelligente. Elle va sur sa surface, mettre des protéines qui vont dire à la cellule T où se cacher de lymphocyte T et à ce moment-là éviter ce système d'attaque immunitaire. Pour le mettre de façon schématique et pour illustrer les médicaments qu'on a, la cellule dendritique, donc la cellule qui a présenté l'antigène, c'est la cellule à gauche. Le lymphocyte T, c'est le lymphocyte à droite, donc la cellule à droite. Quand il y a une interaction ou une connexion entre les deux récepteurs, ça va activer le lymphocyte T. Par contre, on sait qu'en général, donc ici, quand une cellule de lymphocyte T va venir prendre cet antigène, l'exposer au lymphocyte T, elle va l'activer. Pardon. À ce moment-là, la lymphocyte T va être activée et elle va attaquer la cellule qui a produit cet antigène. Parce qu'on sait que nous, en général, notre système immunitaire, comment il fonctionne. Il ne doit pas fonctionner tout le temps. Donc, il y aura théoriquement dans notre corps des freins pour ça. Et les freins, c'est des récepteurs à la surface qui sont de CTLA4. Et on sait que quand une cellule de lymphocyte T va être tout le temps activée, notre système immunitaire doit lui dire « Ok, on se ralentit un peu parce qu'on ne va pas aller attaquer notre propre système. » À ce moment-là, elle va changer le lien et inhiber son action. Donc ça, c'est un mécanisme physiologique. Donc c'est comme ça que sa cellule se réactive, puis se désactive, pour qu'il y ait toujours une balance dans notre système immunitaire, pour attaquer toujours le corps étranger, mais ne pas attaquer notre corps. Le premier médicament qui a été développé en immunothérapie s'appelle ipilimumab. C'est un inhibiteur de CTLA4. En inhibant l'inhibiteur du système immunitaire, on réactive notre système immunitaire. Donc tout ce qui est immunothérapie à date, c'est pour réactiver et faire réveiller notre système immunitaire et lui dire qu'il ne faut pas le désactiver, au contraire, il faut le réactiver. Que ce soit avec les inhibiteurs de CTLA4 qui ont l'ipilimumab, le tremelimumab est sorti un peu, qui ont imposé leur place dans les traitements, surtout dans le traitement du mélanome. Le deuxième, qui est le plus important, est en rapport avec une présence d'un certain récepteur qui s'appelle PD1 et PDL1. C'est des mots que vous allez continuer à entendre parler. Est-ce que ça, c'est un anti-PD1 ou c'est un anti-PDL1? C'est quoi, en fait? C'est quoi les anti-PD1? La cellule cancéreuse, on vient que la cellule cancéreuse est revenue avec une protéine à la surface qui s'appelle PDL1. Le PDL1, c'est comme le frein pour notre système immunitaire. Donc la cellule cancéreuse vient, avec sur sa surface le PDL1 qui est le frein, dire au lymphocyte T, en faisant cette connexion avec le PD1, qu'il faut le désactiver. Donc cette interaction PD1-PDL1 désactive le système immunitaire. Donc si je veux activer le système immunitaire, qu'est-ce que je dois faire? En fait, on donne ou bien un anti-PD1 ou bien un anti-PDL1. Et toutes les molécules qui existent maintenant en cours et approuvées dans les cancers, c'est des anti-PD1 ou des anti-PDL1. Donc, comme quoi? Comme tous les médicaments, pardon. Donc, tous les médicaments que vous pouvez voir à gauche, c'est des médicaments qui ont pour cible PD1 ou PDL1 et qui sont, comme vous voyez, dans les types tumoraux. Ils ont déjà entraîné une amélioration par rapport à la chimiothérapie dans plusieurs traitements de cancer et surtout dans le traitement du mélanome où on ne parle plus du tout d'une chimiothérapie, on ne parle plus du tout d'une survie de 6 mois et ceci est dû à une réactivation du système immunitaire.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des études, mais juste pour vous mentionner un peu que les deux médicaments qui sont disponibles sont le nivolumab qui est présent en deuxième intention après échec de la première chimiothérapie, que ce soit chez les non-épidermoïdes ou les épidermoïdes, il est meilleur que la chimiothérapie. Malheureusement, ces médicaments, au fait, à cause du prix qui est assez cher, euh, euh, ne sont pas encore disponibles. Et ça, c'est une question pas seulement ici au Québec, pas seulement au Canada, c'est une question dans le monde entier, que les médicaments sont assez chers pour être disponibles à tous les patients. Et c'est quelque chose qu'on va voir, c'est quoi une solution qui pourrait être à ça. Le pembrolizumab, par la suite, a suivi le même schéma, est devenu après échec de la chimiothérapie, comme l'atezolizumab, qui est un autre produit. Ça, c'est les médicaments dans le cancer du poumon qui sont approuvés actuellement, mais le seul disponible, au fait, aucun est disponible au Québec seul, sans programme d'accès. Il faut faire attention au marketing un peu, parce que l'immunothérapie n'est pas pour tout le monde. Je me rappelle, il y a une patiente que j'ai vue, elle m'a dit « Je veux avoir ce que Jimmy Carter a reçu ». Moi, honnêtement, je ne regarde pas la télé, je ne savais même pas qu'il était encore vivant. Quand j'ai vu ce qu'il avait, il avait un mélanome métastatique dans la tête et au fait, il a eu du pembrolizumab. Et oui, il a survécu 2 ans, il est toujours vivant à cause du pembrolizumab qu'il a reçu. Mais l'immunothérapie n'est pas pour tout le monde. Et tous les jours, au moins, on a 40% des patients qui me demandent est-ce que je peux avoir l'immunothérapie? Est-ce que je vais avoir l'immunothérapie? Il y a plusieurs questions pour lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui parce que l'accès à l'immunothérapie est limité par plusieurs choses. Il est limité par l'efficacité. 10% des patients seulement peuvent vraiment avoir un bénéfice d'avoir l'immunothérapie. Et on doit, nous, notre rôle en tant que médecins, que scientifiques, que des gens qui sont dans la communauté médicale, de vraiment trouver ces pourcentages des patients et d'augmenter surtout les 10% pour bénéficier plus de gens. Mais surtout, le prix du médicament qui, en vous mettant dans ma dernière conclusion, je vais vous en parler un peu d'une façon ou d'une autre, d'une certaine stratégie ou d'une certaine façon où l'immunothérapie est devenue un peu plus présente dans notre stratégie thérapeutique. Le coût des médicaments, de développement des médicaments a augmenté beaucoup, et ceci depuis le changement des lois après la tragédie de thalidomide. Et c'est des coûts qui coûtent plus que 3-4 billions de dollars pour imposer un seul médicament. Entre 10 000 médicaments qu'une compagnie doit commencer à fabriquer, un seul va arriver à la fin. Et quand ce médicament va arriver à la fin, s'impose le coût du médicament qui est à peu près de 8 000 9 000 dollars par traitement. Dernière chose que je vais vous montrer un cas clinique réel qui est pour un collègue à nous à l'hôpital. Malheureusement, la patiente n'a pas pu être présente avec nous. Et juste pour vous dire ça rapidement, le 19 février 2014, elle a eu le diagnostic d'un cancer du poumon qui a été tout d'abord traité par radiochimiothérapie, puis elle a récidivé, elle a progressé. Elle a eu une première ligne de chimiothérapie, puis une deuxième ligne, puis elle a continué à progresser. En mai 2015, il y a eu une radiothérapie, puis par la suite une progression. À ce moment-là, elle a décidé qu'elle ne veut plus des traitements, elle veut aller en Alaska pour faire les dernières vacances dans sa vie. Elle a eu à son retour, je me rappelle, les traitements d'immunothérapie devraient commencer à être disponibles au Québec à peu près hors études cliniques, au mois de décembre 2015. Donc, elle a eu une visite avec son médecin, qui est Dr Bessavos, qui est un collègue à Joliette. Il lui a dit « J'ai un traitement d'immunothérapie que je veux vous donner. » Et pour qu'on ait accès au traitement d'immunothérapie, le problème, c'est qu'on est dépendant d'un accès qui, pour l'instant, est bloqué à cause du prix des médicaments. La compagnie, entre l'étape où le médicament est approuvé pour ses données scientifiques, puis approuvé avec le prix, s'il y a un gros laps de temps. Et entre-temps, on est en train de rater des chances à traiter nos patients. Donc cette patiente, elle a eu en octobre 2015 une autre chimiothérapie, puis un autre médicament, mais puis en janvier, elle a progressé. En janvier 2016, elle a pu avoir le nivolumab à travers un programme compassionnel que la compagnie a offert pour les patients après qu'ils ont eu l'approbation sur les données scientifiques.
Mais parce qu'il n'y avait pas encore d'approbation en termes de données financières, elle a eu à travers le programme d'accès, et après 20 cycles de nivolumab, je l'ai vu la semaine dernière, elle a une maladie stable, elle a eu une très bonne réponse clinique, et elle réjouit de la vie de nouveau. Ceci, c'est juste pour vous laisser avec un seul message. C'est que la vie du patient, en général, on pense que la vie du patient dépend de la décision des médecins. Et la décision des médecins dépend des standards de traitement. Le standard des traitements, du séquençage du traitement. Et le séquençage du traitement dépend de la disponibilité qu'on a comme médicament. La disponibilité qu'on a comme médicament augmente de plus avec les programmes d'accès. Et les programmes d'accès dépendent des compagnies pharmaceutiques. Si on va parler pour cette patiente, sa vie dépend de la compagnie pharmaceutique. Avec ça, je termine en vous disant que dans le cancer du poumon, il y a eu de meilleures connaissances, de nouvelles technologies, des thérapies ciblées, de l'immunothérapie, de nouvelles combinaisons, mais surtout, il y a eu de nouveaux alliés. Et ces alliés sont en train de faire une nouvelle équipe. Et actuellement, on s'entraide tous ensemble pour entraîner le bénéfice du patient et pour que ses poumons continuent à respirer. Et je vous remercie pour votre attention.